Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, nous sommes réunis pour cette séance hebdomadaire de l'Académie qui va commencer, comme vous le savez, par l'éloge de notre collègue et regretté ami Pierre Vert, qui va être prononcé par son élève Jean-Louis Jost, en présence de sa famille, des membres de sa famille, que nous sommes très honorés d'accueillir aujourd'hui. Donc l'éloge va être prononcé maintenant. À la fin de cet éloge, si la famille souhaite se retirer, j'interromprai la séance pour que ça se passe avant que nous puissions reprendre les travaux habituels de notre académie. Je vous donne la parole, Monsieur Jost, pour l'éloge de notre ami Pierre Vert. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres de sa famille et amis, le 29 janvier 2014, Pierre Vert a prononcé ici même une conférence intitulée « 3000 ans d'évolution du concept médico-chirurgical en France ». L'assistance a été attentive et émue lors de cette prestation, consciente de la valeur testamentaire de ses propos. Il avait préparé ce travail durant des mois et seule une farouche détermination et son attachement pour l'Académie nationale de chirurgie lui permirent de le présenter lui-même en fauteuil roulant, l'oxygène à proximité, tandis qu'une main secourable lui tenait le micro. Cette séance constitua sa dernière satisfaction professionnelle. Une semaine après, une aggravation aiguë de son état de santé l'obligeait à quitter son domicile pour ne plus y revenir. Il est décédé le 24 octobre 2014 à l'hôpital Broca. Pierre Vert est né le 5 mai 1929 à Limoges et a gardé toute sa vie un attachement profond à sa région de naissance. Il parlait volontiers de son pays limousin, dont il avait gardé un peu de glaise sur ses sabots pour adoucir la dureté de l'asphalte parisien. Il fut fils unique car sa petite sœur décéda dans sa première année. Son père, Émile, architecte en chef de la ville de Limoges, disparut prématurément à l'âge de 63 ans. Il représentait pour lui l'archétype de la rigueur intellectuelle, du travail bien fait, du respect de l'homme. Son portrait photographique a été invariablement placé en évidence sur ses différents bureaux hospitaliers, comme à son domicile par la suite. Sa mère, Marie-Louise, droite et stricte, l'encouragea à étudier et fut fière de ses succès. Elle travaillait dans les postes de Limoges et ce fut sa grand-mère paternelle, Antoinette, icône de la bonté, a-t-il écrit, qui l'éleva en grande partie et le materna. Il effectua sa scolarité de 1939 à 1945 au lycée Gay-Lussac de Limoges. Dans cet établissement régnait un ordre, une justice, une normalité apparente, contrastant avec le désordre extérieur de cette période. Son ami corrézien, le général Jean Minet, a rapporté qu'il avait été très marqué par les événements tragiques qui, en 1944, ont endeuillé le Limousin et plus spécialement Tulle et Oradour, événements dont ils avaient été l'un et l'autre partiellement les témoins. Au lycée, son don marqué pour les disciplines littéraires se révéla, lui permettant de rattraper son insuffisance en mathématiques. Il obtint ainsi ses bacs A et philo avec la mention bien. Cette passion pour l'écriture ne le quitta jamais, s'exprimant autant par sa prose, aux termes choisis avec délectation, que lors de la composition d'innombrables poèmes, volontiers émaillés d'acrostiches. Seul son grand ami, Paul Assens, contrôleur général des armées, possédait le talent pour lui répondre dans la même forme littéraire. Mais en fait, dès sa tendre enfance, c'est son goût pour la chirurgie qui l'emporta sur tout le reste, comme en témoigne la parotomie exploratrice pratiquée sur certains jouets. La date d'août 1946 marque sûrement le début de sa carrière professionnelle. Il avait alors 17 ans et il se présenta à Marcel Faure, l'imposant chirurgien de Limoges, pour qu'il l'autorise à fréquenter son service avant d'entreprendre la médecine. En 1951, suivant le conseil de son premier père spirituel, comme il l'appelait, il monta à Paris pour y affronter les prestigieux concours. Il a été nommé externe puis interne des hôpitaux de Paris en 1952 et 1954. Ses maîtres d'internat furent Marcel Roux, Pierre Petit, Pierre Aboulker,
Paul Fong-Brentano, Jacques Epp, Jacques Mialaret, Jean Cauchois, Henri Lebrigand. Ce dernier obtint pour lui une place de résident au centre chirurgical Marie-Lalonde en chirurgie thoracique chez René Sauvage. Il y fit la connaissance de Max Merlier qui devint un ami intime. C'est également à cette époque qu'il rencontra Lucien Debache, gastro-entérologue, son plus fidèle correspondant et soutien jusqu'à sa mort en 1988. Aide d'anatomie à la faculté de Paris en 1957, il accéda au prosectorat en 1958. Durant ces années de concours, il noua des liens solides avec l'urologue Jean Vergès et le chirurgien cardiaque Jean Langlois. Il soutint sa thèse en 1961 sur les corrélations cholécysto-œdiennes et obtint la médaille d'argent. Au terme de cette formation pluridisciplinaire, il opta définitivement pour la chirurgie gastro-entérologique et devint en 1962 l'assistant et chef de clinique de Marcel Roux à l'hôpital Vaugirard. Il fut nommé professeur agrégé chirurgien des hôpitaux en 1966, professeur sans chaire en 1974, puis titulaire en 1980. Il exerça dans ce service de chirurgie générale jusqu'en 1978, date de la retraite de Marcel Roux, auquel succéda Michel Arsac. La chefferie de service de la consultation externe de l'hôpital Vaugirard lui fut alors confiée, puis en octobre 1982, il devint chef du service de chirurgie générale et digestive du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière à la suite de Maurice Mercadier. Cette fonction prit fin en septembre 1995 et il fut chirurgien consultant jusqu'en 1998, année de son accession au titre de professeur émérite de l'université Pierre et Marie Curie. Membre assidu et actif de l'Académie nationale de chirurgie dès 1974 comme correspondant, titulaire en 1982 et honoraire en 1999, il y présenta une cinquantaine de communications toujours empreinte d'une grande clarté. En 2001, il devint membre titulaire de l'Académie nationale de médecine. Il appartenait par ailleurs à de nombreuses sociétés savantes nationales et internationales. Il convient de décrire brièvement les 2 sites hospitaliers où se déroula sa carrière, car ce ne fut pas sans influencer sa qualité de vie, selon l'expression actuelle. L'hôpital Vaugirard était un microcosme dans lequel l'autorité de Marcel Roux n'excluait pas l'existence d'une atmosphère très familiale, entretenue par les adjoints Pierre Vert et Jacques Hureau, Jean-Claude et Marguerite Levasseur, chirurgiens et anesthésistes, les différentes équipes médico-chirurgicales successives et la fidélité du personnel non médical. Durant cette période, naquit l'amitié proverbiale de Pierre Vert avec Jacques Hureau, professeur d'anatomie, à la personnalité bien différente, ce qui ne contraria pas l'existence de liens sans faille jusqu'à la fin. À cette époque également, avant son exercice privé à l'hôpital Vaugirard, il opéra à l'hôpital de l'Espérance et à la clinique Blomet dans le 15e arrondissement de Paris. L'arrivée dans le groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, tentaculaire établissement, réputé comme le plus étendu d'Europe, contrasta fortement avec la quiétude précédente. Ce n'était plus la famille, mais une multinationale, constatait-il. Les difficultés liées aux enjeux professionnels dans ce grand CHU et au sein même de son service lui imposèrent des préoccupations peu adaptées à ses dispositions et à son mode de pensée naturel. Le mieux est d'emprunter ses propres formules de l'époque quand il parlait de la fournaise de la pitié ou qu'il affirmait « Nous avions plus de ciel d'orage que de vents alizés ». L'œuvre est considérable, reflétant sa puissance de travail et la diversité de ses activités. Elle se traduit par plus de 600 publications, ouvrages didactiques, livres, monographies, films et communications. Aucun des différents aspects de la pathologie digestive à connotation chirurgicale n'a échappé à la réflexion de Pierre Vert. Citons en priorité les études expérimentales sur la physiopathologie des voies biliaires extra-hépatiques qui lui valurent le prix Maurice Schirrer en 1962 de la Société nationale de gastro-entérologie et le prix Albert Belgrand en 1986 de l'Académie nationale de médecine. De nombreuses publications traitèrent de
l'exploration de la voie biliaire principale et de son sphincter, des différents aspects cliniques de la lithiase biliaire, y compris intrahépatique, dans le rapport de l'Association française de chirurgie de 1979, rédigé avec Robert Collin. Les autres domaines abordés dans ces travaux intéressèrent la pathologie pancréatique, les pathologies bénignes et malignes des différents segments du tube digestif, les traumatismes du foie et les polytraumatismes. Il signa également des rapports sur l'incidence socio-économique de la fracture de pouce-au-col par accident de travail et sur l'offre et la demande en matière de soins urgents et de catastrophes. Nous lui devons plusieurs techniques chirurgicales. Cure de hernie inguinale par inguinoplastie avec la gaine des grands droits avec petit pasos, ce qui évite les sutures sous tension sans recours à une prothèse. Cure des hernies hiatales dérivées de la technique de Toupet, hémorroïdectomie avec anoplastie suture mucocutanée, rétablissement du circuit digestif par intubation iléocolique après colectomie droite. À la retraite, sa production scientifique et littéraire restant encore très fournie, centrée sur la responsabilité médico-chirurgicale jusqu'en 2004, puis de plus en plus sur la recherche historique. Le chirurgien au bloc opératoire était un opérateur enthousiaste, mais de bon sens et prudent. Ses gestes habiles allaient à l'essentiel. L'intervention députée, ce n'était plus le temps des bavardages ou des hésitations, ce qu'il traduisait selon les jours par « nous ne sommes pas là pour giberner » ou « ne barguignons pas ». Il aimait opérer, et ce n'est pas sans une jubilation certaine qu'il pénétrait dans un abdomen polyopéré en s'attaquant à la ligne d'assaut des adhérences chère à son maître Marcel Roux, en citant invariablement, s'il était de bonne humeur, Théophile Gautier. Sculpte, lime, cisèle, que ton rêve flottant se scelle dans le bloc résistant. Dans tous les cas, il a été attentif et réceptif aux évolutions de la chirurgie. Il souscrivit sans état d'âme à la chirurgie cœlioscopique digestive initiée par François Dubois, se mit lui-même à l'ouvrage et encouragea ses collaborateurs à se former. Il accordait la plus haute importance à la surveillance post-opératoire, attitude renforcée par l'expérience acquise en tant qu'expert judiciaire. Cette constante attention à ses patients lui valait une reconnaissance manifeste de leur part. Doté des talents littéraires que nous avons déjà évoqués, il dut se plier aux règles de rédaction scientifique, mais cela ne l'empêchait pas de me signifier de temps à autre que les statistiques sont à la médecine ce que le réverbère est à l'ivrogne. Elles la soutiennent plus qu'elles ne l'éclairent. Je fus son principal élève et surtout son adjoint, mais bien d'autres bénéficièrent de son enseignement, de ses conseils ou appuis, parmi lesquels Michel Germain, Jean-Marc Chevalier, Fabrice Ménégo, Marc-Olivier Bitker, Christophe Barra, Hubert Joannet. Pierre Vert, expert judiciaire près le tribunal administratif de Paris, la Cour d'appel de Paris, la Cour de cassation, se consacra à la pratique de l'expertise judiciaire de 1970 à 2003. La considération dont il bénéficia dans ce domaine était certaine, car il incarnait un expert consciencieux connaissant parfaitement ses dossiers et pondéré dans ses affirmations. Il milita pour la mise en place d'un système d'indemnisation lors des accidents médicaux aléatoires jusqu'à la loi du 4 mars 2002. En 2003, il publia un livre intitulé « Le risque annoncé de la pratique chirurgicale », déclinant ces thématiques pour les différentes spécialités chirurgicales. Malgré ses nombreuses activités, il se ménagea le temps nécessaire pour être auditeur en 1986 de la 38e session de l'Institut des autres études de défense nationale, puis conseiller de défense au ministère de la Santé. Il faut également se souvenir qu'à partir de 1966, il assura la présidence de la Maison des Isolés, association pour l'hébergement des personnes âgées à but non lucratif et reconnue d'utilité publique, gérant la villa Pierre-l'Ermite à Viry-Châtillon. La vente de cet établissement en 2006 fut à l'origine de plusieurs donations exceptionnelles, en particulier l'une pour le centre médico-diététique de Forcy, dont il avait été secrétaire général de l'association, l'autre, comme vous le savez, pour notre compagnie. Il fut fier d'être officier de l'Ordre national du mérite, officier de la Légion d'honneur, chevalier des arts et des lettres. L'homme était svelte, toujours la cigarette à la main, jusqu'à la décompensation de son artériopathie. Bonne éducation et chaleur humaine se dégageaient dès la première rencontre. Son ouverture aux autres favorisa la connaissance parfaite de ses personnels, y compris des équipes de veille.
Les conversations avec lui permettaient rapidement à son vis-à-vis d'apprécier son intelligence vive et pénétrante, l'agilité de sa pensée et sa finesse évidente. L'humour et l'ironie constituaient deux de ses moyens favoris de communication. Il en usait fréquemment pour signifier ce qu'il pensait vraiment. Encore fallait-il que l'interlocuteur comprît les messages. Il n'était pas l'homme des conflits violents ou trop frontaux, ce qui n'excluait en aucune façon un certain autoritarisme ni une grande ténacité lorsqu'un but était défini, à l'hôpital comme en famille. Pierre Vert et Léon Renaudie se marièrent à Masseray le 23 avril 1957 et élevèrent 3 enfants, Philippe, Isabelle et Frédéric. Ils eurent la joie d'avoir 7 petits-enfants. Léon était une femme brune, aux yeux verts, dont le regard direct correspondait à une personnalité affirmée. Elle apporta son soutien permanent, mais éventuellement critique, à son mari, qui fut d'ailleurs toujours conscient, a-t-il dit, de l'indispensable abnégation imposée à sa famille par sa carrière. Léon Vert décéda subitement le 5 août 2005. La chasse fut un des plaisirs que s'accorda Pierre Vert en compagnie de son labrador César. Parmi ses complices en cynégétique, évoquons entre autres Jean Judet, avec lequel alternaient conversations philosophiques et souvenirs de salle de garde le soir auprès du feu, Pierre Bréja, l'ophtalmologue, Jean Vergès Larouget, le patron du restaurant Le Vieux Paris, l'industriel Guy Nalbandian. Le lundi matin, mon patron me convoquait avec un air mystérieux dans son bureau pour me donner un sac dans lequel gisait quelques gibiers. Les séjours estivaux à Salindière, que lui avait fait découvrir et apprécier son ami sartonnais Laurent Pedinelli, lui permettaient chaque été une récupération plus longue. Le temps de la retraite fut bien mal vécu par l'homme d'action qu'était Pierre Vert. Les séquelles neurologiques consécutives aux accidents vasculaires cérébraux, l'insuffisance respiratoire chronique diminuèrent progressivement son autonomie alors qu'il gardait une lucidité intacte. Il se rendit le plus longtemps possible aux 2 académies grâce à la sollicitude des siens, de quelques collègues et à l'aide de leurs secrétaires dont le dévouement fut manifeste. Il se plaignait de son ennui malgré son activité littéraire et sollicitait volontiers visites et échanges téléphoniques. Son amitié et son affection étaient parfois exigeantes, mais il reconnut la réalité du soutien apporté par ses enfants et petits-enfants, ainsi que par Marie qui assurait son confort à domicile pendant 8 années. Il avait désiré que l'on célèbre une messe en l'église du Val-de-Grâce pour ses obsèques. Il fut inhumé le même jour, le 30 octobre 2014, au cimetière de Louillat, à Limoges, dans le caveau familial. Selon sa propre expression, lors de notre collaboration, je n'ai jamais déserté, même lorsqu'il m'a demandé de l'opérer en 1994. Notre complicité existait en dehors de nos rapports professionnels. Vous connaissiez d'ailleurs l'importance qu'il accordait à ses amis, que je n'ai pas pu tous évoquer. Permettez-moi de vous rappeler cette phrase de Saint-Exupéry qu'il a lui-même citée. « La grandeur d'un métier est peut-être avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. » Vous savez la grande estime qu'il portait à l'Académie nationale de chirurgie. En me faisant son interprète, j'adresse à toute la famille et à ses amis l'expression des très sincères condoléances de chacun de ses membres. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Louis Jost, pour cet émouvant hommage.